Bonjour à vous et bienvenue à tous au grand rendez-vous européen CNews, les Échos. Bonjour Jérôme Fourquet. Bonjour. Et merci de votre présence. Vous êtes politologue, essayiste, auteur d'essais remarqués comme L'archipel français ou encore La France d'après. Avec vous, Jérôme Fourquet, nous allons analyser le tableau politique à quasiment un mois du scrutin des européennes avec la chevauchée en solitaire et en tête de Jordan Bardella, avec la deuxième place très fragile de la majorité, avec la percée de Raphaël Glucksmann et la bataille des droites avec François-Xavier Bellamy et Marion Maréchal. Dans cette émission, nous reviendrons aussi sur les manifestations dans certaines de nos universités, manifestations pro-palestiniennes ou alors anti-israéliennes, notamment à Sciences Po avec une direction dépassée. Et qu'en est-il du gouvernement? Est-ce toujours le en même temps qui prime avec le risque que le désordre perdure? Et qu'en est-il alors plus largement de l'autorité dans différents domaines et en particulier sur le sujet sensible de l'hyperviolence de certains mineurs? Pour vous interroger sur tous ces sujets, je suis entourée de mes camarades. Nicolas Barré, Les Échos, bonjour à vous, cher Nicolas. Bonjour Sonia. Et le retour évidemment de Mathieu Bock-Côté. Bonjour à vous, cher Mathieu. Bonjour. Et tout d'abord, une occupation, une mobilisation à Sciences Po Paris, et pas seulement d'ailleurs dans d'autres universités, après un débat, ce qu'on appelait un town hall sur le Proche-Orient et la situation à Gaza. Ça vous fait déjà sourire l'appellation, évidemment qui vient des États-Unis. Jérôme Fourquet, que disent ces blocages pour vous, ces rassemblements d'une partie de la jeunesse? Alors, vous avez raison de, de souligner que ça ne concerne qu'une minorité de ces étudiants et que tout ça se passe dans certains établissements universitaires. Ce n'est pas toutes les universités. Ce n'est pas un hasard si ce sont plutôt les instituts d'études politiques ou dans un, si je puis dire, mouvement de dépolitisation assez général. Il y a encore quelques endroits où une minorité de la jeunesse s'intéresse à la politique et donc ce n'était pas anormal que ce soit là que les événements se produisent. On voit bien qu'une partie de cette jeunesse est très touchée, émue par ce qui se passe à Gaza. Et c'est ça qui donne le ressort de ces mobilisations. Mais il ne faut pas, je pense, extrapoler et exagérer l'ampleur de cette mobilisation, même si les images sont impressionnantes, elles sont faites pour ça. Ils maîtrisent parfaitement l'agenda médiatique, mais on parle tout au plus de quelques dizaines d'étudiants dans chacun de ces établissements. Alors ça suffit pour bloquer, mais on n'a pas une vague, on n'a pas une génération entière qui se lève pour la cause palestinienne. Plus généralement, quand on dézoome un petit peu et qu'on regarde ce qui se passe dans la société française dans son ensemble, on voit que à peu près 70% des Français, quand on les interroge, refusent de prendre position pour l'un ou l'autre des deux camps. Et on a à peu près 30% des Français qui, à parité, se mettent soit plutôt en soutien à Israël ou en soutien à la cause palestinienne. Donc on a deux pôles comme ça qui sont mobilisés, on les voit sur les réseaux sociaux, on les voit dans certaines tribunes, dans la presse, mais la grande majorité de la population se tient à l'écart, soit par désintérêt, soit par, j'allais dire, une forme de sagesse historique, en disant que La fameuse position d'équilibre française. la position d'équilibre française, et puis aussi de dire que ce conflit dure depuis le lendemain de la Seconde Guerre mondiale et qu'il est très difficile de donner les bons et les mauvais points. Donc, peut-être une mise au point, parce que ce n'est pas tant la cause palestinienne que des slogans anti-existence d'Israël qu'on interroge, en tous les cas, chez ces étudiants. Est-ce que ce sont les minorités qui font l'histoire? Une question vous est posée par Mathieu Bock-Côté. Oui, parce qu'on a l'impression, en voyant cela, que c'est une petite minorité, certains disent une forme de mai 68 à venir islamo-gauchiste, avec une fixation sur Israël, mais une fixation qui est double, c'est-à-dire à la fois des injustices circonstancielles peut-être, mais certains disent Israël devient le symbole d'un Occident à abattre. Est-ce qu'on peut comprendre cela ainsi dans une partie de ceux qui se mobilisent? alors c'est effectivement une partie de ce qu'on voit. Deux remarques sur ce que vous indiquiez. La première, c'est que ce n'est pas quelque chose de complètement nouveau. Et quand on parle de mobilisation étudiante, quand on parle de campus américain, on pense bien évidemment à mai 68, avec déjà à l'époque une mobilisation initiale qui s'était faite sur un sujet international qui était la guerre au Vietnam. On rappelle que ça avait été les ferments de la mobilisation à la Sorbonne qui avait déclenché l'intervention de la police, puis par effet d'engrenage, les événements de mai 68. Donc c'est pas complètement nouveau que une partie de la jeunesse occidentale se mobilise pour une cause internationale. Le deuxième point que vous évoquiez, c'est la thématique islamo-gauchiste. Et ce qui est intéressant, c'est que l'extrême gauche française,
au moins depuis la guerre des 6 jours, a toujours été plutôt assez en solidarité avec la cause palestinienne. Sauf que c'était beaucoup plus facile à l'époque, si je puis dire, puisque on était déjà dans une rhétorique anti-impérialiste. Israël était perçu comme le poste avancé de l'impérialisme américain ou occidental, et les résistants étaient des organisations laïques palestiniennes. Le Fatah de Yasser Arafat, le FPLP de Georges Habash ou autres, et même d'obédience marxiste. Et donc pour l'extrême gauche française, quelque part, c'était des frères de lutte. Là où les choses vont changer, c'est la révolution iranienne, avec l'arrivée de Khomeini, puis ensuite le fait que ce soit les organisations islamistes, au Liban le Hezbollah et donc à Gaza le Hamas, qui prennent le lead sur la cause la cause arabe contre Israël. Et donc là, on avait une partie de l'extrême gauche qui était gênée aux entournures parce que, au nom de la solidarité internationaliste et anti-impérialiste, il fallait continuer de soutenir le camp palestinien, mais il devenait un mouvement qui était d'abord agi par des organisations islamistes. Et donc la contradiction, si je puis dire, a été en partie résolue avec le développement de cet islamo-gauchisme qui a aussi, à côté de ses résonances internationales, des motivations qui sont très électoralistes ici en France. On rappelle que 69% des Français de confession musulmane qui sont allés voter au premier tour de l'élection présidentielle ont voté pour Jean-Luc Mélenchon. Et donc, tout ça n'a pas échappé à la sagacité des stratèges mélenchonistes qui se disent qu'ils ont là un électorat qui est acquis et qu'il va falloir continuer de travailler et de conforter dans la perspective des prochains scrutins. Nicolas Il y a quelque chose de troublant quand même dans les indignations sélectives auxquelles on assiste. On voit beaucoup moins de mobilisation sur ce qui se passe en Iran. On voit beaucoup moins de mobilisation pour défendre le sort des femmes en Afghanistan. Est-ce que derrière ces indignations sélectives, il n'y a pas quand même une explication qui serait la résurgence de l'antisémitisme ? Alors, il peut y avoir effectivement dans certains milieux une résurgence de l'antisémitisme, mais comme on l'indiquait tout à l'heure, depuis très longtemps, le conflit israélo-palestinien polarise très fortement l'attention. Et donc, ce n'est pas la première fois que sur une planète où, hélas, les conflits sont multiples, c'est souvent le conflit israélo-palestinien qui suscite le plus d'attention, d'intérêt. Vous le voyez, ce n'est pas uniquement dans les milieux militants, c'est également sur le plan médiatique, c'est-à-dire que la couverture médiatique d'autres conflits dans le monde est bien moindre. Et on a vu comment, au déclenchement des hostilités à partir du 7 octobre, le conflit ukrainien, par exemple, a été rétrogradé en termes de couverture médiatique. Donc il y a de par l'ancienneté de ce conflit, le caractère très manichéen de ce qui s'y joue, ce conflit polarise peut-être davantage. Jérôme Fourquet, de par aussi le fait qu'il soit de manière consciente ou inconsciente voulu pas importer aussi sur le sol français, vous avez fait référence à la figure aussi et vous y voyez une forme de manifestation contre, en tout cas une haine anti-Occident, anti-impérialiste. Est-ce que c'est aussi cela qui motive, j'allais dire, une sorte d'international aujourd'hui des manifestations et des rassemblements des États-Unis en passant en France, n'oublions pas d'autres pays également en Europe, parce que c'est la figure de l'Occident vu comme étant, en tous les cas en fonction de ses minorités, comme étant oppresseur, colonialiste. C'est aussi cela qui est en jeu ? Oui, bien sûr. Donc, et c'est pour ça que ce conflit est aussi investi, puisqu'on peut y projeter assez facilement cette grille de lecture. Quand on regarde ce qui se passe au Sahel, quand on regarde ce qui se passe en Afrique centrale, par exemple, avec les troubles entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, c'est beaucoup plus compliqué de plaquer la grille anti-impérialiste, alors que là, ça fonctionne très bien. Là où je souriais tout à l'heure quand vous avez évoqué le town hall, c'est qu'on peut aussi y voir, et donc je parle sous le regard avisé d'un Québécois, un signe supplémentaire de l'américanisation de la société française. C'est-à-dire que la mobilisation est partie des campus américains et elle s'est propagée en France, alors même que notre gouvernement n'a pas du tout l'attitude pro-israélienne qui est celle du gouvernement américain. Et on voit comment, une nouvelle fois, tout l'appareillage idéologique ou les concepts ou même les méthodes d'action de l'extrême gauche française, qui est assez cocasse quand même, sont aujourd'hui importés
des campus américains. On parle du décolonialisme, de l'intersectionnalité des luttes, du wokisme, du Black Lives Matter, maintenant la notion de town hall, une espèce de grande agora. Tout ça est décalqué. Et donc, on renvoie au grand livre de Régis Debray, Civilisation, comment nous sommes devenus américains. On en a encore aujourd'hui une nouvelle illustration. Alors, vous parlez des stratèges de la France insoumise il y a quelques instants. Est-ce qu'on peut considérer que dans les élections européennes présentes, on y reviendra pour le détail ensuite, mais la France insoumise cherche à mobiliser l'électorat des banlieues en brandissant le drapeau palestinien? Est-ce que dans certaines parties du territoire français, le drapeau palestinien est finalement plus porteur que le drapeau français? Alors, je ne pense pas que la France insoumise, en tout cas Jean-Luc Mélenchon, ait comme principale préoccupation le score de sa liste aux élections européennes. Ce qui se joue pour lui, c'est 2027. Ils sont repartis de l'analyse des résultats du scrutin de l'élection présidentielle de 2022, où il a manqué à la France insoumise, donc à Jean-Luc Mélenchon, 400 000 voix pour accéder au second tour. Et donc on rappelle qu'il y a à peu près 60 000 bureaux de vote en France. Donc c'est 7 bulletins qui ont manqué par bureau de vote. Premier point. Deuxième point, la France insoumise a très bien analysé le fait que dans les banlieues, les scores avaient été excellents pour le candidat Mélenchon. Par exemple, 60% des voix à Trappes. Mais ils ont aussi observé que c'est dans ces banlieues que l'abstention était la plus forte. Et donc, ils sont convaincus que ce qu'on appelait jadis l'armée de réserve pour la France insoumise se trouve chez ces abstentionnistes de banlieue. Et deuxième conviction, qui est très discutable, ils sont persuadés que, pour reprendre l'expression de Jean-Luc Mélenchon, c'est en parlant dru et cru qu'on va décongeler cet électorat abstentionniste, en parlant soit des violences policières, la police tue, soit en épousant les causes ou la rhétorique la plus radicale sur le conflit israélo-palestinien. Donc Jérôme Fourquet, avec ces slogans aujourd'hui et dont ceux qui sont aussi entonnés par Rima Hassan, l'objectif n'est pas tant les européennes, c'est la qualification, second tour, 2027. Tout à fait. Et on est persuadé du côté de la France insoumise que nous sommes dans une situation pré-révolutionnaire. Et donc on a toujours deux fers au feu, c'est-à-dire soit les urnes, soit la rue. Et si d'aventure la mobilisation venait à se déclencher avant l'élection présidentielle, de leur point de vue, elle ne viendrait que des banlieues. Rappelez-vous le tweet de Jean-Luc Mélenchon adressé aux jeunes émeutiers, en leur disant qu'il ne fallait pas viser les écoles, les bibliothèques ou les mairies. Sous-entendu, on pouvait brûler et piller le reste. Et donc on doit se tenir prêt, quand on est révolutionnaire, à à surfer la vague. Et donc c'est de ce point de vue-là qu'il faut, à mon sens, analyser le positionnement de la France insoumise. D'ailleurs, vous avez remarqué que Manon Aubry, tête de liste de la France insoumise, a été complètement effacée du dispositif. Au profit d'ailleurs de Rima Hassan et de Jean-Luc Mélenchon, qui fait la tournée des facultés. Donc à la fois les banlieues et également la jeunesse politisée des universités. Une enquête d'Anne Muxel et d'Olivier Galland avait montré qu'à Sciences Po, lors de la dernière élection présidentielle, 55% des étudiants avaient voté pour Jean-Luc Mélenchon. Et donc c'est aussi cet électorat-là qu'il s'agit de conforter, mais pas forcément dans une perspective, j'allais dire, boutiquière de leur point de vue, qui serait juste le score des européennes. C'est pas un sujet pour eux. Ils se préparent pour la grande échéance. On va continuer et poursuivre avec votre analyse, Jérôme Fourquet, ce sujet et d'autres. Nous allons parler aussi de la violence, l'hyper-violence de certains mineurs. Et puis nous arriverons aussi, évidemment, aux détails sur les européennes. Courte pause et on se retrouve. Notre invité ce dimanche, le politologue et essayiste Jérôme Fourquet. L'actualité a été rythmée ces dernières semaines par des faits de société concernant la violence des plus jeunes. Une marche blanche a été organisée hier samedi en mémoire du jeune Matisse à Châteauroux. Le suspect est un mineur afghan âgé de 15 ans. Rappelons que sa mère est mise en cause aussi, suspectée d'avoir donné des coups à la victime à terre. L'opposition des droits dénonce la politique migratoire du gouvernement, Jérôme Fourquet. Le Premier ministre dénonce quant à lui un acte abominable. Est-ce qu'il y a une forme d'impuissance de l'exécutif face à cette hyper-violence chez certains mineurs? Comment les Français aujourd'hui, bercés malheureusement avec cette actualité, perçoivent-ils cela? Alors, ce qui est dramatique, c'est que ce n'est hélas pas la première fois. Et donc, on a une espèce de bruit de fond qui s'est mis en place depuis des mois, voire des années, où quasiment chaque semaine, maintenant, on a soit une fusillade sur fond de trafic de drogue, donc ce qui s'est passé encore à Sevran, ou à Toulouse il y a quelques jours, ou des attaques au couteau, des agressions entre jeunes mineurs.
donc on a le sentiment que la puissance publique n'est pas en capacité à répondre ou à endiguer ce phénomène. Ce qui est en cause, je pense, en partie, notamment aux yeux des Français, c'est l'insuffisante, on va le dire comme ça, efficacité de notre système judiciaire, notamment vis-à-vis de cette infime minorité de jeunes ultra-violents, qui sont souvent des multirécidivistes, et c'est ça qui est tout à fait spectaculaire et dramatique. Si on prend l'affaire de Châteauroux, on apprend dans la presse que ce jeune assassin présumé avait déjà été mis en cause pour une affaire de vol de portable sous la menace d'un couteau dans la même ville le 27 février, et que le 22 avril, il a été mis en examen pour vol aggravé avec menace d'une arme à la suite d'un guet-apens sur les réseaux sociaux. C'était le 22 avril, 5 jours avant qu'il ne tue son voisin. 5 jours avant. On va assister aujourd'hui à la reconstitution de la mort du jeune Naël à Nanterre. On rappelle les circonstances, un refus d'obtempérer. Le jeune Naël avait déjà été interpellé par 2 fois pour le même délit de refus d'obtempérer, dont la dernière fois qu'il avait été interpellé, c'était le 24 juin 2023, donnant lieu à une garde à vue. C'était 3 jours avant son décès. Donc vous êtes interpellé 2 fois déjà, dont une des fois génère une mise en garde à vue, et pour autant, tout se passe comme si ce passage dans les services de police, devant un juge, pour cette infime Pourquoi alors la main du politique tremble là dans un récent sondage CNews Europe 1, le JDD, à la question qui a été posée, faut-il systématiquement incarcérer les auteurs de faits de grande violence avant leur jugement? C'est un oui, vous le voyez, pour une écrasante majorité, et il en est ainsi pour plusieurs sujets sur la sécurité, et je le précise, quelles que soient très souvent les opinions et les convictions politiques. Pourquoi alors, quand les Français le demandent, le politique n'adhère pas? Alors, ce score de à peu près 80%, c'est ce qu'on observe depuis une dizaine ou une quinzaine d'années dans tous les sondages où on demande aux Français, qui ne sont pas des spécialistes du droit, mais d'évaluer la sévérité de notre appareil judiciaire. Et à peu près 80% de nos concitoyens, à chaque fois, nous disent que la justice n'est pas assez sévère. Ce à quoi on répond, en partie à bon droit, qu'ils ne sont pas forcément spécialistes en la matière, qu'on n'a jamais incarcéré autant de personnes en France, 77 000 détenus, 15 000 personnes sous bracelet électronique. Et donc, certains défenseurs de l'institution judiciaire disent « mais c'est faux, on condamne à tour de bras ». Et le premier d'entre eux, c'est le garde des Sceaux, qui rappelle souvent ce que vous dites. Les prisons sont pleines, sauf qu'on s'arc-boute, notamment en matière de délinquance des mineurs, sur la fameuse ordonnance de 1945, sur une jurisprudence, et sans doute que une partie de nos décideurs n'ont pas encore pris conscience de la gravité et de l'ampleur de la dégradation de la situation sécuritaire dans toute une série de territoires. Mais vous parlez de dégradation de la situation sécuritaire, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une dégradation du lien civique? C'est-à-dire lorsque le commun des mortels, globalement, plus de 80%, même si ce ne sont pas des spécialistes, sentent qu'il y a un dérèglement, que la justice n'est pas à la hauteur de la situation, que l'autorité n'est pas à la hauteur de la situation, lorsqu'on ajoute sentiment d'insécurité, une forme de déni de la réalité, est-ce que tout ça ne radicalise pas la crise davantage que de l'atténuer? Alors, bien sûr, c'est ce sentiment très profond d'une impuissance publique avec la multiplication de ces marches blanches qui sont très émouvantes et qui sont quelque part, peut-être avec le bulletin de vote, la seule façon de s'exprimer de la majorité silencieuse. Prenons l'ampleur un peu du phénomène. À Châteauroux, on indique qu'il y avait à peu près 8000 personnes qui ont participé à cette marche blanche. Le bassin de ville, l'agglomération de Châteauroux, c'est 61 000 habitants. Donc vous voyez l'écho que ce genre d'affaires peut susciter dans les profondeurs du pays. Et nous avons des décideurs qui sont assez tétanisés face à cette situation et qui ne sont pas en capacité aujourd'hui d'accepter une espèce de remise à plat de l'ensemble de notre Mais par arsenal. crainte de quoi?
Je Si pense une par majorité de Français est favorable, la question est par crainte de quoi? Gabriel Attal a tenu un discours, dans les mots en tous les cas, de fermeté à Viry-Châtillon. Il ne va pas tenir le même à Châteauroux quelques semaines plus tard. Qu'est-ce qui empêche, qu'est-ce qui retient la main du politique et surtout de ceux qui nous gouvernent en ce moment? Alors je pense que on a des grilles de lecture idéologique qui continuent de peser et on a peur aussi des réactions d'un certain nombre d'organes de presse, de syndicats, de conscience morale, en disant voilà, on doit rester dans l'épure de ce que nous connaissons, ne nous laissons pas embarquer par l'émotion, par le Ils ont peur d'un procès en extrême droitisation, pour le dire. en parti ou en populisme, en disant voilà, on ne va pas donner en pâture à l'opinion, ne légiférons pas à chaud, ce qui est toujours de bonne politique, effectivement, sur un fait divers, sauf que vous connaissez la différence entre des faits divers et un fait de société, c'est quand on a plusieurs faits divers, ça devient un fait de... Mais justement, un fait de société. À toujours répéter, c'est ce qu'on entend, ce sont des faits divers, pas de récupération par exemple. Est-ce que ça développe pas un sentiment presque allergique dans une partie de la population qui, pas d'amalgame on disait autrefois, pas de récupération aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas derrière tout ça d'une population qui se dit mais ce ne sont pas que des faits divers? Alors, mais ce que je vous disais, c'est la multiplication, la réitération, avec en général le même modus operandi, les attaques au couteau, l'âge qui est souvent à peu près le même type de profil, qui laisse à penser à une majorité de plus en plus importante de Français que nous sommes là face à un fait de société qui ne s'agit plus d'un malencontreux hasard de calendrier avec un télescopage de plusieurs faits divers. L'affaire de Châteauroux est particulièrement édifiante parce que quand on entend les propos qui ont été tenus par certains participants à la Marche Blanche, beaucoup se disent mais ça ne ressemble pas à notre ville, ça ne ressemble pas à notre quartier, et d'aucuns ajoutent, et même ici, aujourd'hui, tout cela se produit. Rappelez-vous aussi ce qui s'était passé à Crépol, hein, dans un petit village de la Drôme, et donc on a à la fois la réitération des faits, mais également leur diffusion sur l'ensemble du territoire, ce qui nourrit le sentiment d'une perte de contrôle de la part de l'exécutif et qui, quand c'est cumulé ou combiné avec les discours sur le pas d'amalgame ou les formules convenues de dénonciation avec la plus grande fermeté des actes, aujourd'hui, on n'en est plus là. Et beaucoup de Français, manifestement, attendent tout autre chose. À propos de l'exécutif, Gabriel Attal avait cette image d'autorité quand il est entré à Matignon, hein, après son passage à l'Éducation nationale. Est-ce que cette image, il l'a perdue ou est-ce qu'il la conserve, d'après vos études? D'après les études qu'on peut mener à l'IFOP et nos confrères également, on voit que sa cote de popularité s'est érodée depuis son entrée en fonction et qu'aujourd'hui, comme pour d'autres responsables politiques, les Français jugent aux actes. C'est-à-dire que le constat est relativement partagé, le diagnostic sur l'état de la société. Et donc, même si en Macronie, la tonalité du discours sur toutes ces questions a évolué depuis le premier mandat, aujourd'hui, la situation est tellement dégradée que ce n'est plus des mots, mais des actes qui sont attendus. Et force est de constater que les actes, aujourd'hui, ne semblent pas à la hauteur des attentes de la population et à la décharge du gouvernement. C'est pas en 1 mois ou 2 mois qu'on est en capacité de redresser une trajectoire qui s'est dégradée depuis des années et des années. Oui, des années. Et vous avez entièrement raison. Rappelons qu'ils sont aussi au pouvoir depuis 7 ans. C'est peut-être pour ça aussi que ce matin, dans le journal de dimanche, l'opposition, notamment à droite, appelle au sursaut. Je cite Éric Ciotti qui affirme que sans retour de l'autorité, la France est foutue. Alors, il décline 25 mesures des LR. À quel parti plus largement, je précise les mesures, hein, il s'agit de l'instauration de peines planchées dès le premier délit, la suppression de l'excuse de minorité. Mais selon vous, Jérôme Fourquet, à quel parti les Français associent-ils l'autorité et le retour justement de cette autorité et de la sécurité? Ou est-ce qu'ils attendent les actes à chaque fois? Alors, ils attendent des actes de la part de ceux qui sont en responsabilité. Et sinon, sur entre guillemets, le marché politique, aujourd'hui, sans être grand clair, c'est le Rassemblement national et dans une moindre mesure Reconquête qui sont les bénéficiaires de cette dégradation de la situation et de l'incapacité de l'exécutif à ramener l'ordre et la sérénité dans le pays. On en parlera sans doute tout à l'heure sur ces intentions de vote pour les élections européennes. On le sait, toujours un carburant social
importants qui dynamisent le vote pour le Rassemblement national, mais ces enjeux sécuritaires sont au cœur du vote pour ce parti. On va en parler dans quelques avec instants, oui. deux avantages concurrentiels, si je puis dire. Le fait qu'il n'ait jamais varié sur ces sujets depuis 30 ou 40 ans, donc ils ont une antériorité. Et deuxième avantage, et non des moindres, c'est le fait qu'il n'ait jamais été en situation d'exercer des responsabilités, ce qui les exonère de toute critique, puisque quand M. Ciotti dévoile ces 25 mesures, on se rappelle de la campagne présidentielle de 2022, quand Valérie Pécresse avait dit qu'il fallait ressortir le Karcher du garage, ou de la cave. Et donc ce que beaucoup de Français de droite avaient immédiatement pensé, c'est qu'en fait, si on avait rangé le Karcher, c'est qu'on s'en était jamais véritablement servi. Alors, vous avez évoqué, en un mot simplement, vous avez évoqué les Français, donc en ont presque assez des mots, parole, 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 et attendent des gestes forts. Quel serait dans votre esprit un geste, par exemple, qui témoignerait d'un vrai retour de l'autorité dans l'esprit des Français? Je pense qu'il y a des choses à faire sur la question de la délinquance des mineurs. Encore une fois, une infime minorité, mais de multirécidivistes. Et c'est comment on arrive à, les mettre hors d'état de nuire et qu'ils soient sortis des quartiers dans lesquels ils exercent leurs méfaits. Donc ça, ce serait une mesure qui serait forte, soit sur les mineurs, soit plus globalement sur ces personnes multirécidivistes qui souvent on voit revenir des mêmes profils 10 fois, 15 fois, 20 fois, et chaque fois que sur vos plateaux on a des syndicalistes policiers, ils vous expliquent qu'entre guillemets, ils tombent régulièrement sur les mêmes clients. Et donc comment on traite, encore une fois, cette petite minorité, mais qui produit des effets démultipliés en termes de délinquance. On va continuer à en parler, en tous les cas, des conséquences politiques et électorales avec vous, Jérôme Fourquet. On marque une pause pour rentrer dans le cœur des Européennes avec ce qui s'est passé aussi autour d'Éric Zemmour à Ajaccio ou encore d'une militante du Rassemblement national, bénévole des Restos du Cœur et qui ne pourra plus l'être. À tout de suite. À quasiment presque un mois du scrutin des Européennes, on analyse l'enjeu, le tableau politique et la situation électorale avec notre invité. Il est politologue, il est essayiste avec des essais remarqués, aussi bien l'archipel français ou encore la France d'après, Jérôme Fourquet. Et tout d'abord, ce qui s'est passé à Ajaccio en Corse lors d'un déplacement, Éric Zemmour a été pris à partie. Il a reçu des œufs de la part de militants d'extrême gauche, en particulier d'une militante. Alors, ce dernier a répliqué. Deux versions s'opposent sur sa réaction. Réflexe de la part de son entourage, quand d'autres, et notamment une partie des médias, dénoncent une forme de violence du candidat. Plus largement, pour vous, quand vous la voyez ainsi à chaud, si je peux dire, de quoi cette séquence est-elle le révélateur, Jérôme Fourquet? Alors, on voit bien que la situation est tendue, et c'est pas nouveau que des candidats aux positions assez radicales comme Éric Zemmour suscitent, en réaction, une opposition qui soit virulente et qui puisse même parfois virer à l'altercation ou la confrontation physique. On se rappelle que pendant la campagne présidentielle de 2022, à plusieurs reprises, les meetings de reconquête avaient été perturbés par des actions militantes et je me souviens notamment à la périphérie de Nantes, on avait eu des affrontements. Donc c'est pas quelque chose de complètement nouveau. Autre élément peut-être à signaler, c'est pas un hasard si Éric Zemmour, même s'il n'est pas candidat tête de liste, se déplace en Corse, parce que la Corse est un territoire qui compte certes des gens qui ne l'apprécient guère, mais il a fait aussi des très bons scores. En Corse, près de 13% des voix à l'élection présidentielle, donc c'est un peu moins de 2 fois son score national. Et puis ça avait été le deuxième candidat le plus parrainé par les grands électeurs, par les maires de l'île de Beauté. Le premier, c'était Jean Lassalle, candidat des montagnes, et le deuxième, ça avait été Éric Zemmour. Donc il y a une base électorale en Corse pour Éric Zemmour, et c'est pour ça qu'il s'est déplacé, de mon point de vue, à mon sens, sur l'île de Beauté. Quel peut être l'impact d'une telle séquence? Est-ce qu'une majorité des Français, et d'ailleurs même certains qui ne sont pas forcément d'accord avec les idées d'Éric Zemmour, peuvent se dire c'est intolérable dans un pays, évidemment, que tout le monde peut se déplacer et s'exprimer, ou est-ce que sa réaction dénoncée par certains peut porter préjudice à la liste? Alors moi, je pense que sur ce type d'affaires,
il n'y aura pas forcément d'effet manifeste parce que chacun plaquera sa propre grille de lecture. Et on l'a vu déjà dans le traitement médiatique. Certains ont dit, voilà, on commençait par dire Éric Zemmour s'en prend à une femme, quand d'autres ont dit il a été agressé physiquement, et donc c'est une atteinte insupportable à l'exercice démocratique. Et donc, je pense que ça ne fera pas énormément bouger les lignes. Ce qu'on constate, c'est qu'on a une liste Reconquête qui, dans les intentions de vote, se situe à peu près à 6,5% des voix. Donc, elle est un peu sortie de la zone dangereuse de relégation, puisqu'on rappelle qu'à moins de 5%, vous n'avez pas d'élus. Et tout ça se fait via un retour vers cette liste des électeurs zémouristes. À peu près 2/3 d'entre eux, de la présidentielle, envisageraient de revoter pour Reconquête, contre 1/3 qui voterait pour la liste Bardella, alors qu'il y a 15 jours ou 3 semaines, on était sur une répartition beaucoup plus équilibrée de cet électorat zémouriste au nom du vote utile. Et une partie de ces électeurs zémouristes venait alimenter la dynamique de Jordan Bardella. Et donc l'enjeu pour Reconquête, pour sa tête de liste, Marion Maréchal Le Pen, pour bien évidemment Éric Zemmour, pour Sarah Knafo maintenant qui est 3e sur cette liste, c'est de consolider et conforter leur noyau dur. Et donc de ce point de vue-là, je pense qu'aux yeux de leurs propres électeurs, je dis bien de leurs propres électeurs, la séquence d'Ajaccio va plutôt être positive et efficace. Alors, toujours dans cette lutte entre les droites, il y a eu une polémique depuis 2 semaines environ, la polémique autour de la GPA, lancée par Marion Maréchal. Est-ce que ça peut aussi contribuer à mobiliser un électorat qu'on dirait plus conservateur, en ramenant sur le terrain politique les questions sociétales souvent laissées de côté? Oui, alors je pense que c'était l'objectif avoué de Marion Maréchal, c'était encore une fois de parler à sa base électorale qui est composée d'électeurs de la droite conservatrice, notamment en prenant position sur cette question de la GPA. Ne nous y trompons pas, hein, quand on regarde les enquêtes d'opinion, une majorité de Français sont aujourd'hui favorables au droit à la GPA pour les couples hétérosexuels comme pour les couples homosexuels. Mais Éric Zemmour et ses lieutenants ne s'adressent pas à l'ensemble des Français quand ils prennent ce type de position. Encore une fois, ils visent à conforter leur noyau dur qu'ils ont absolument besoin de mobiliser dans la perspective des européennes pour passer le seuil fatidique des 5%. On va continuer à évoquer aussi la bataille des droites avec la liste LR, mais revenons aussi sur un autre un événement. Et je précise que la vidéo a été vue plus de 5 millions de fois, ce qui est énorme, autour de Colombe. Colombe est une électrice du Rassemblement national, désormais indésirable au Resto du Cœur, dont elle a été bénévole après son émouvant témoignage racontant sa situation extrêmement difficile socialement. Et elle a été, je vous le disais, visionné 5 millions de fois cette vidéo. Qu'est-ce qu'elle révèle, là encore, au-delà de la réaction des Restos du Cœur, qui provoque beaucoup de crispation et de réactions? Qu'est-ce qu'elle révèle pour vous, Jérôme Fourquet? Alors, c'est pas un hasard si cette vidéo a été visionnée 5 millions de fois. D'abord parce qu'elle est émouvante, mais aussi parce qu'elle raconte une partie de la réalité sociale et politique de ce pays. Ce que d'ailleurs certains responsables de gauche, je pense notamment à François Ruffin ou au jeune candidat communiste tête de liste aux européennes, Léon Desfontaines, ont bien eu en tête aussi en essayant de s'adresser à toutes les colombes de France. Qu'est-ce que ça nous raconte? Joli. Qu'est-ce que ça nous raconte? Eh bien, que toute une partie de l'électorat populaire, jadis qui votait traditionnellement plutôt à gauche, est passée aujourd'hui avec armes et bagages du côté du Rassemblement national. On le voit à longueur de journée dans nos enquêtes. Nos sondages sont là pour le montrer. 45% des ouvriers, 37% des employés envisagent, pour ceux qui iront voter, de voter pour la liste Bardella. Mais là, vous avez un témoignage comme la télévision seule peut en produire et qui est criant de vérité quand on voit cette femme. Et donc, c'est ça qui s'est joué. On rappelle que derrière les questions sécuritaires et migratoires, l'autre carburant du Rassemblement national, c'est cette question sociale qui, là, aujourd'hui, est en capacité d'articuler avec la question sécuritaire et migratoire et qui, aujourd'hui, incarne le mieux. Et Colombe
quelque part, est un peu une allégorie de cette situation. Quelques chiffres. C'est passé relativement inaperçu, mais le régulateur de l'énergie, Commission de régulation de l'énergie, a publié son enquête annuelle qui indique que 1 million d'actions ont été prises par les fournisseurs de gaz et d'électricité pour impayés sur l'année 2023. 1 million, c'est le record historique, c'est plus 50% depuis 2019. On rappelle que l'enseigne de hard discount Action est aujourd'hui, depuis 2 ans, la marque préférée, l'enseigne préférée des Français. Et donc, toute cette France, il y a toute une France populaire qui, aujourd'hui, est en grande difficulté. Et Colombe, par son témoignage très poignant, a à la fois rappelé l'acuité de la question, le caractère très aigu de la question sociale, mais aussi le fait que toute une partie de cet électorat, aujourd'hui, se tourne vers le Rassemblement national. Colombe indiquait qu'elle était militante, ou bénévole plus exactement, bénévole serait le terme approprié, au Resto du Cœur, et notamment dans la petite commune de Thoreil, en périphérie perpignanaise. Si vous regardez les scores, Marine Le Pen fait 58% des voix à Thoreil au 2e tour. Et Colombe dit, ici, dans mon milieu, tout le monde vote pour le Rassemblement national. Alors, ce qui est impressionnant, c'est qu'ensuite, il y a l'affaire dans l'affaire, avec les Restos du Cœur qui, entre guillemets, se désolidarisent de leurs bénévoles et qui la sanctionnent pour ses prises de position politique. On peut s'interroger sur l'effet induit de cette décision, puisque pour beaucoup de ces électeurs modestes qui votent pour le Rassemblement national, ça va être, si vous voulez, la double peine, se dire qu'on n'a pas le droit en plus d'être bénévole au Resto du Cœur, ou que le Resto du Cœur... Rarement un témoignage n'a été aussi révélateur à la fois d'une situation politique, sociale et économique. D'où, à côté de la qualité de ce visuel ou professionnel de ce témoignage qui avait été rapporté, le fait qu'il y ait eu 5 millions de visionnages en 24 ou 48 heures. En général, vous êtes professionnel de la télévision. C'est quelque chose qui est exceptionnel à ce niveau-là. Oui. C'est pas par hasard si un témoignage de ce type, à un moment, accroche et que vous savez, on se fait passer. C'est-à-dire, tiens, regarde ça. Bien sûr, et donc, s'il y a eu une telle diffusion dans le corps social, c'est que c'était un moment où c'était quelque chose qui était très révélateur d'un mouvement plus profond. On va en parler, une courte pause, on va rentrer dans le détail. Donc le RN qui caracole en tête, la majorité extrêmement fragile et puis la bataille des droites entre François-Xavier Bellamy et Marion Maréchal. Les chiffres, les derniers sondages, les enquêtes, c'est dans quelques instants. À tout de suite. La cartographie électorale et politique à quasiment un mois du scrutin des européennes avec Jérôme Fourquet. La question vous est posée par Nicolas Barré. Oui, on voit que la liste Jordan Bardella pointe autour de 30%, disons, mais aussi que Jordan Bardella devance Marine Le Pen dans les enquêtes de popularité. Est-ce qu'on peut dire, d'après vos enquêtes, que Bardella, au fond, attire des électeurs qui ne voteraient pas pour Marine Le Pen ? Alors, ce qu'il faut voir, c'est que la dynamique dont bénéficie Bardella, si on voulait utiliser une métaphore rugbystique, on pourrait dire que c'est le 3 Carrel qui va marquer l'essai une fois que les avants et tout le reste de l'équipe a été chercher le ballon et a sorti la balle. C'est-à-dire qu'il vient conclure tout un travail qui a été engagé depuis des années sur la dédiabolisation, etc. Et donc, il ne parle pas de zéro. On rappelle que Marine Le Pen a fait 41,5% des voix au 2e tour de la présidentielle, qu'ils ont élu 89 députés. Ensuite de cela, nous avons parlé de tout ce bruit de fond que nous avons traversé depuis l'élection présidentielle en matière sécuritaire, avec la question des émeutes, le drame de Crépol, la multiplication des attaques au couteau. Donc tout ça porte la dynamique frontiste. Et puis, notre 3 Carrel, jeune 3 Carrel bardelliste, eh bien, lui, il vient quelque part avec sa jeunesse, avec son image, avec sa personnalité, rajouter quelques points supplémentaires, notamment auprès des jeunes. Il est très populaire sur TikTok, et donc il vient compléter quelque part l'assise de départ dont dispose le Rassemblement national. Alors on verra ce que donneront les urnes le fameux 9 juin au soir. Pour l'instant, il ne s'agit que de sondages, mais on voit que depuis que la campagne a débuté, la liste Rassemblement national n'est jamais descendue
au-dessous de 28, 29 et plutôt proche des 30 ou 31%, ce qui est tout à fait spectaculaire. Comment vous percevez aussi le débat annoncé, et là on peut dire entre deux jeunes gens, deux jeunes ambitions, deux jeunes politiques à la carrière fulgurante, à la fois Jordan Bardella et Gabriel Attal. Comment le politologue que vous êtes, qui vous étudiez cette matière politique et électorale depuis tellement longtemps, voit cette émergence-là? Alors, ce duel, il a été en partie voulu par Emmanuel Macron. C'est-à-dire que, vous vous souvenez de début d'année, ça paraît loin, mais c'est pas si vieux que cela, quand Emmanuel Macron décide d'appeler Gabriel Attal à Matignon, tout de suite on dit L'arme anti-Bardella. c'est l'arme anti-Bardella de la Macronie. À peu près la même génération, même performance médiatique, un style assez direct. Donc on voit bien que tout ça a été casté, si je puis dire, pour organiser cette opposition. On ne refuse pas non plus la confrontation dans l'autre camp, du côté de Jordan Bardella, parce que ce qui est intéressant, c'est que si Jordan Bardella est au niveau où il est aujourd'hui, c'est d'abord et avant tout parce qu'il mène une campagne qui est très nationale, c'est-à-dire qu'il parle très peu d'Europe. Et Emmanuel Macron a essayé d'aller les débusquer en disant que Marine Le Pen avait été pour le Brexit, le Frexit, pour la sortie de l'euro, et que de tout ça, il n'était absolument plus question. Et Jordan Bardella et Marine Le Pen, ce qu'ils jouent, eux, c'est la dimension nationale de ce scrutin, en disant si vous voulez envoyer un carton rouge à Emmanuel Macron, il faut voter pour notre liste. Jordan Bardella, je reviens à votre question, indique que si jamais sa liste sort si largement en tête au soir des européennes, il faudra que Emmanuel Macron mette en œuvre une dissolution, et lui-même indique qu'il est prêt à occuper le poste actuellement détenu par Gabriel Attal. Donc on est bien dans cette lecture à la fois par les macronistes comme par les lepénistes d'une élection qui est à fort enjeu national, et on prépare déjà la suite. Alors, on évoque plusieurs duels. Un autre duel a lieu dans cette campagne. C'est entre Reconquête et LR, entre Marion Maréchal et François-Xavier Bellamy. Le scénario de voir les LR tomber en bas de 5%, il est évoqué de temps en temps. Qu'est-ce que ça voudrait dire si jamais LR ne réussissait pas la qualification? Alors, c'est un enjeu de survie pour les Républicains. À minima, faire 5%, pour effacer le très fort échec de la présidentielle de 2022, quand Valérie Pécresse avait fait 4,7% des voix. Au mieux, maintenir le score qui avait été celui de François-Xavier Bellamy lors de la dernière élection présidentielle en 2019, autour de 8%. Et ce qui se joue, en fait, c'est la survie des Républicains en tant que force politique organisée de premier ordre, dans la perspective des prochaines échéances. Donc on y revient, c'est encore la préparation de la suite qui se joue aux européennes. L'avenir de LR dépendra à la fois de leur score intrinsèque, est-ce qu'ils sont en dessous des 5% ou plus proches des 8%, mais aussi de ce que sera le reste du paysage. Est-ce qu'ils sont devant ou derrière Reconquête? Ce serait un signal qui serait plus ou moins mal engagé. Et puis, quelle sera l'ampleur de la victoire du RN, et quel sera l'écart entre le RN et la liste présidentielle? Parce que si les Républicains obtiennent un score qui se situerait aux alentours de 6-8%, il ne va pas manquer de voir se développer de nouveau des discours et des interrogations au sein de l'état-major LR en disant « Que faisons-nous pour la prochaine élection présidentielle? Est-ce qu'on y va sous nos propres couleurs une nouvelle fois, avec le risque d'être complètement disqualifié? Et si nous n'allons pas sous nos propres couleurs, encore faut-il que quelqu'un se dévoue pour y aller, et si nous n'allons pas sous nos propres couleurs, de quel côté tombons-nous? Est-ce qu'on finit par aller dans une alliance avec le fameux bloc central, notamment s'il était incarné par quelqu'un qui, historiquement, venait du courant des Républicains? Comme Édouard Philippe. Bruno Le Maire, Gérald Darmanin. Donc on reconstituerait la famille, mais est-ce qu'on est prêt à faire ça? Est-ce qu'on s'efface? Est-ce que, quelque part, on rend service à des gens qui nous ont trahis et qui ont quitté la famille? Ou d'autres diront, mais non, aujourd'hui, vous voyez bien où sont partis nos électeurs. Nos électeurs sont partis
chez Bardella, ils sont partis au Rassemblement national. Pardon, il y a un doute sur comment ils vont décider. Apparemment, par rapport au Rassemblement national, leur position est quand même assez claire hein, pour la plupart. Alors, comme beaucoup ont rejoint le bloc central... Alors, pour l'état-major, oui. Mais les élus locaux, certains députés, les militants, les électeurs... Mais là, vous décrivez un parti en pleine implosion dans ce cas-là. C'est ce qui se joue sur ces élections européennes. C'est-à-dire, est-ce que le score qu'ils vont obtenir leur permet de gagner du temps et de pouvoir espérer une reconstruction, ou est-ce que c'est une confirmation que les Républicains sont définitivement rétrogradés en deuxième division et que dans la perspective du choc annoncé de 2027, ils vont devoir c'est-à-dire que le salut pour eux ne se trouve qu'avec d'autres, en tous les cas. Si le score est modeste, si François-Xavier Bellamy arrive proche de 10%, on peut se dire on a le droit de revenir en deuxième saison, si vous voulez. La gauche, peut-être, justement, poursuivons. Raphaël Glucksmann est l'élément surprenant pour plusieurs dans ces élections européennes. Est-ce qu'il représente une fracture à l'intérieur du bloc central ou une renaissance de la gauche? Alors, je pense qu'il se positionne aujourd'hui plutôt à gauche que dans le bloc central. Quand on regarde d'où proviennent ces électeurs potentiels, 29% des électeurs qui avaient voté Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle envisagent de voter pour la liste Glucksmann, contre 14% des macronistes. Donc on voit bien que la liste Glucksmann penche plutôt à gauche, même si elle va capter toute une partie de l'électorat de centre-gauche qui est en déshérence. Ce faisant, effectivement, elle donne cette liste du fil à retordre à la fois à ses alliés, ex-alliés de gauche, puisqu'on voit que la NUPES est quand même très divisée, puisqu'il y a pas moins de 4 listes qui se présentent aux européennes, et que la base de discussion pour d'éventuels accords électoraux futurs, ce ne sera plus la présidentielle, mais ce sera aussi le rapport de force des européennes. Et puis la liste Glucksmann, et on l'appelle Glucksmann, pas Parti socialiste, parce qu'on pense que c'est d'abord sur son nom et sur son image personnelle que la performance électorale va se jouer. Cette liste-là cause aussi beaucoup de soucis à la liste macroniste, puisque une partie de l'électorat de gauche modéré pro-européen, aujourd'hui, se tourne vers Glucksmann. Et il peut finir devant pour vous? Alors, ce n'est pas un scénario qui est à exclure, puisque aujourd'hui, il y a entre 2 et 3 points d'écart selon les instituts entre les deux listes, et que 2 et 3 points d'écart, on est dans la marge d'erreur, et ce d'autant plus qu'on a des vases communicants, comme on l'indiquait, entre les deux électorats. Et on joue bien, vous le voyez, à plus européen que moi tu meurs, entre Emmanuel Macron et Raphaël Glucksmann, sur qui sera plus allant sur le soutien à la cause ukrainienne, qui affichera le plus de symboles pro-européens. Et c'est ça aussi qui se joue. Et Emmanuel Macron n'avait peut-être pas anticipé qu'il aurait à se battre aussi sur ce flanc-là, puisque M. Glucksmann était déjà présent lors des élections européennes passées, mais que sa stature s'est étoffée et qu'il a une vraie crédibilité et légitimité à parler des enjeux européens auprès de cet électorat. Et pour conclure, Jérôme Fourquet, j'allais dire du haut de votre expérience politique et électorale, il peut y avoir aussi un chamboulement, une énorme surprise, ou est-ce que là les choses sont quand même assez figées, voire stabilisées? Alors il faut être prudent et modeste, on est à 1 mois du scrutin, il peut se passer beaucoup de choses, ce d'autant plus que ce qu'on mesure aujourd'hui, c'est une abstention qui sera relativement importante, et moins vous avez de votants, plus les surprises peuvent être grandes à l'arrivée, et le scrutin européen en France nous a déjà habitués à essuyer quelques surprises le soir du dépouillement. Alors, humble et modeste. Essayons. Merci Jérôme Fourquet. Merci pour votre analyse et d'avoir été notre invité. Votre invitation. Je remercie mes camarades, évidemment, Mathieu et Nicolas. Et on vous dit à très bientôt. Très belle journée sur nos antennes.